Bonjour. Bonjour. Je suis Antoine Koubemba. Je vous accueille. Je travaille à la RACT. La RACT est l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Sa mission, c'est de promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Dans notre process de production, nous concevons et diffusons des méthodes, des outils. L'idée, c'est de concilier durablement qualité de vie au travail et performance. Voilà les deux pieds sur lesquels nous agissons. Alors, la RACT, c'est moyen. C'est une équipe d'abord qui appartient à un réseau national, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est l'ANACT, qui est basée à Lyon, qui est une agence d'État, et il y a 16 ARACT, associations régionales, qui sont des instances paritaires, c'est-à-dire gérées à la fois par des organisations d'employeurs et les organisations de salariés. Moi, je suis donc chargé de mission. Je travaille pour la RAC des Hauts-de-France avec une équipe d'environ une vingtaine de personnes. Alors, on se voit, on se rencontre, on se parle aujourd'hui dans le cadre de la Semaine pour la qualité de vie au travail, qui est un événement que le réseau de l'Agence nationale et des ARAC organisons depuis bientôt 18 ans. Cette année, ça se passe du 14 au 18 juin. Et le thème, chaque année, il y a un thème qui est proposé. Et cette année, le thème, c'est le collectif de travail. Voilà, travailler ensemble, ça paraît étant vraiment un vrai sujet, notamment pour la thématique du maintien en emploi, mais aussi au regard de ce que nous avons connu cette année. Donc, nous allons échanger sur les pratiques et des points de vue de témoignage avec nos invités. Mais avant de passer la parole à nos invités, je voulais dire un petit propos introductif sur la thématique du collectif de travail. Effectivement, dans le contexte qu'on a vécu la crise sanitaire, ça peut avoir du sens. Peut-être vous dire d'abord c'est quoi un collectif de travail. Alors, selon un auteur qui s'appelle Damien Cru, derrière le collectif de travail, il faut entendre plusieurs travailleurs, plusieurs personnes qui concourent à une œuvre commune et qui partagent des règles communes. Alors, plusieurs personnes qui travaillent ensemble, quelqu'un qui travaille seul, qui est isolé, ça a été le cas notamment dans le contexte du télétravail, n'est pas forcément seul du moment où il partage des règles de métier. Ou à contrario, des gens qui sont réunis ensemble dans une même pièce, si chacun travaille dans son coin, pour soi, ils ne forment pas forcément un collectif de travail. Donc les règles, effectivement, c'est ce qui est produit ensemble, à distinguer du collectif de travail. Et quand on parle de collectif de travail, il est aussi important d'introduire une nuance, notamment la notion de travail collectif. Alors, le travail collectif, c'est tout ce qui concourt à la régulation. Comment les gens vont travailler ensemble, comment ils vont se donner des coups de main. Donc, effectivement, plus il y a de collectifs, plus ce travail de régulation se fera. Et on a bien compris que dans le collectif de travail, c'est plutôt c'est quoi les valeurs qu'on partage, c'est quoi les règles de métier qu'on partage. Dans le contexte actuel, effectivement, c'est comment on maintient la cohésion du collectif de travail, c'est comment on arrive à manager les travailleurs qui sont à distance, c'est comment on reconnaît ceci, et comment on est aussi emmené à gérer des conflits éventuels qui peuvent naître à l'occasion des retrouvailles. Voyez-vous, des gens qui n'étaient pas là, à qui on peut reprocher le fait qu'ils n'étaient pas là au moment où au moment où il fallait être là, et ceux-là, quand ils se retrouvent, effectivement, des difficultés peuvent naître. C'est tout l'enjeu de faire ça. Une fois que j'ai planté le décor sur la définition du collectif, je voulais quand même faire un focus sur ce qui nous réunit cet après-midi, c'est-à-dire la notion d'inclusion. Alors, philosophiquement, la notion d'inclusion, elle met en exergue le rapport aux autres, elle affirme que tout individu a sa place dans la vie sociale et que cette place ne doit être ni concédée, ni tolérée, ni soumise à condition. L'ambition inclusive
Elle voit dans la diversité non une difficulté pour la société, mais une source de bien-être social, de développement économique et un vecteur de matérialisation des droits de l'homme. Au nom des principes fondateurs du droit, elle affirme que tout individu, indépendamment de sa particularité, dispose du droit de vivre en fonction de ses aspirations et que pour autant qu'on lui en fournisse la possibilité, il contribue au bien-être collectif. Alors, du coup, la notion de maintien est fondée sur l'idée que les besoins des personnes en situation de handicap ou des personnes atteintes de maladies chroniques et évolutives peuvent servir de levier pour des innovations dans le travail, dans son organisation et dans les modes de management. Donc voilà, après ce propos introductif sur ce qui nous réunit, je vais inviter nos partenaires, notamment la GFIP, pour présenter la suite de l'événement. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être présents. Alors, je suis Elsa Crampon, je suis chargée d'études et de développement sur la délégation Hauts-de-France de l'AGFIP. Donc, l'AGFIP, Association de gestion pour le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Notre mission, effectivement, c'est de favoriser l'insertion, le maintien et l'évolution professionnelle des personnes handicapées. Et en fait, cette année, lorsque nous avons pris connaissance du thème sur travailler ensemble et la possibilité effectivement d'effectuer un témoignage dans le cadre des webinaires qui étaient organisés, je vous dirais qu'on a pensé assez spontanément à l'entreprise Isagri, avec laquelle on a commencé à travailler fin 2017, puisque au niveau de la GFIP, ça fait quelques années maintenant que nous avons développé une offre de conseil et d'accompagnement des entreprises pour les aider, les appuyer dans la mise en œuvre de leur politique handicap. Donc en fait, fin 2017, début 2018, nous avons mis en place un diagnostic action avec l'entreprise Isagri, qui est dans l'Oise, c'est mon collègue Romain Blette qui s'en est occupé. Donc le diagnostic, l'idée c'était de donner une meilleure visibilité sur le sujet du handicap, aussi bien en interne qu'en externe à l'entreprise, et ça a permis de faire un état des lieux de l'existant et de poser les premières bases d'une action et d'un accompagnement de la GFIP et des démarches que mettrait en œuvre Isagri. Et ça a mené l'année dernière jusqu'à la mise en place d'une convention politique d'emploi, qui est un outil de la GFIP pour accompagner les entreprises, qui a pour but de les aider dans la définition et la structuration de leur politique d'emploi et par un appui conseil et financier pour une durée de 3 ans. Donc c'est une entreprise Isagri qui évolue dans un domaine avec innovation, que la GFIP soutient fermement et fortement. Et on a souhaité effectivement pouvoir témoigner avec Isagri parce qu'on s'est rendu compte que dans le contexte qui a été celui de l'année dernière particulièrement et encore en ce début d'année, elle a maintenu son engagement pendant la crise, aussi bien à destination effectivement de ces travailleurs handicapés, mais dans son action de qualité de vie au travail et qui pour nous reflétait parfaitement le thème de l'année de travailler ensemble. Donc c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui et je vais passer la main à Lydia Duval effectivement pour vous présenter les actions qui vont dans ce sens, qui sont mises en place chez Isagri. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Merci déjà à l'ARACT et merci à la GFIP de nous permettre aujourd'hui de partager notre expérience Isagri avec vous. Effectivement, notamment sur cet événement autour de la qualité de vie au travail, qui a différentes facettes, effectivement, et différentes actions, que ce soit pour l'inclusion des personnes handicapées, mais d'une manière générale, autour du bien vivre ensemble. Donc c'est quand même voilà ce qui fait qu'on est là aujourd'hui et qui me pousse aussi à vous présenter toutes les actions que l'on a pu mener. Donc je suis responsable des ressources humaines, mais en charge aussi de la mission handicap au sein d'Isagri. Je suis chez Isagri depuis à peu près 17 ans, et donc j'ai vu cette entreprise évoluer, fortement évoluer depuis ces 17 dernières années. C'est pour ça que je vais vous parler un petit peu d'Isagri pour vous présenter l'entreprise, et puis après je vais décliner au fur et à mesure avec les différentes actions que nous menons en interne. Alors, Isagri, c'est une entreprise qui est basée effectivement à Beauvais dans l'Oise. Elle a été créée en 83. Donc, Isagri aujourd'hui est intégré dans un groupe, le groupe Isagri. Et nous sommes partis effectivement en 83 de 3 salariés pour être aujourd'hui au niveau du groupe à 2250 collaborateurs.
Donc, Isagri est présent en France, mais présent aussi à l'international. Nous avons à peu près 12 filiales à l'international. Et nous avons 2 activités principales au niveau du groupe. La première est une activité informatique. Nous aidons notamment les filières agricoles dans leurs performances techniques et aussi dans leurs performances économiques. Et nous aidons aussi les entreprises françaises et les cabinets comptables dans leur activité. Nous avons une deuxième activité qui est celle autour du média, notamment sur des contenus comme le journal, notamment La France agricole. Depuis quelques années, Isagri a décidé de prendre un tournant aussi autour de nos actions du bien vivre ensemble, et nous nous sommes mis aussi dans un classement qui s'appelle le classement Great Place to Work, les entreprises où il fait bon travailler. Nous sommes 18e à ce classement et nous maintenons fièrement ces places depuis 4 ans à peu près, ce qui nous a permis aussi de nous mettre en concurrence avec d'autres entreprises, d'apprendre aussi ce que faisaient les autres entreprises et, comme je le fais aujourd'hui aussi, partager notre expérience Isagri. Isagri, c'est aussi des engagements sociétaux qui sont assez forts, et notamment des engagements autour de la confiance aux jeunes. Isagri est prêt aussi à faire confiance aux jeunes. Nous embauchons aussi beaucoup d'étudiants de sortie d'école ou de jeunes pour leur première expérience, notamment aussi en reconversion professionnelle. Nous avons un système de formation qui leur permet aussi de prendre confiance en eux et de monter en compétences. Nous avons aussi des actions fortes au niveau local en accompagnant certaines associations notamment, ou aussi des entreprises, des nouvelles entreprises. Et puis, nous avons des actions, bien sûr, éco-responsables. Et ce qui a aussi confirme ma présence aujourd'hui, la mission handicap. Autour de cette mission handicap, justement, Madame Crampon vous en a parlé, nous avons décidé en 2017 d'accompagner plus fortement les salariés en situation de handicap. Mais bien sûr, depuis des années, nous accompagnons déjà les salariés, nous étions là lorsqu'ils avaient besoin de nous, etc. Et on a décidé de faire différemment. C'est-à-dire que naturellement, les personnes ne viennent pas vous voir. Voilà. Et donc, il fallait montrer un autre visage de l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Donc, nous avons démarré par un diagnostic handicap pour pouvoir poser les choses. C'est-à-dire, effectivement, comme le dit l'AGEFIP, ce sont aussi des prestations qui sont ouvertes par l'AGEFIP aujourd'hui, d'accompagner les entreprises pour poser les choses. On fait d'abord un diagnostic, c'est ce qu'on a fait. Donc, ça a permis de faire ressortir nos points forts et nos points faibles. Donc, du coup, on a décidé de travailler forcément sur nos points faibles. Et nous avons créé, du coup, en 2017, une mission handicap. Et bien sûr, nous avons continué, du coup, de travailler sur tous nos points. Et notamment, en 2018, nous avons créé au sein d'Isagri, en complément de la mission handicap qui aujourd'hui contient déjà 3 collaborateurs, nous avons créé au sein d'Isagri un réseau d'ambassadeurs. Donc, des ambassadeurs, ce sont des salariés qui travaillent avec les collaborateurs au quotidien et qui seraient justement des écoutes peut-être plus simples que d'aller voir les ressources humaines. C'est-à-dire que, vous vous retrouvez dans une situation de santé compliquée, cette situation vous handicape au quotidien dans votre travail, vous avez peut-être des questions sur, mais du coup, si je déclare à mon employeur que je suis malade ou que je suis en situation de handicap, est-ce que cette situation va me pénaliser dans mon évolution professionnelle? Est-ce que ça peut dans ma montée en compétences, etc. Donc, du coup, les ambassadeurs sont là aussi en première approche pour rassurer sur aussi la mission handicap, pour aussi être en contact avec les organismes qui vont bien, le médecin du travail, etc., d'orienter les collaborateurs et du coup déjà les rassurer sur leur situation. Et on a réussi grâce à ça justement à avoir des retours de collaborateurs plus facilement et on a pu mener des actions plus concrètes, que ce soit avec le médecin du travail, que ce soit avec le Cap Emploi, etc., pour accompagner les collaborateurs. Et c'était aussi donner une meilleure visibilité des actions d'Isagri, que ce soit en interne ou en externe. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est qu'on me dit, moi, j'ai pas eu peur de postuler chez vous parce que je savais que vous étiez une entreprise handi accueillante. Et ça, c'est très important pour nous.
Bien sûr, au fur et à mesure des années, on a continué à développer notre mission handicap. On a intégré le réseau des référents handicap Hauts-de-France. Ça nous a encore permis de partager des bonnes pratiques. On a signé des conventions et notamment, et je vais vous en parler un petit peu plus tard, une convention de partenariat avec l'école ingénieure d'Unilassal à Beauvais, qui était proche de nous, avec qui nous avons mené des actions communes. Parce qu'il ne faut pas oublier que le handicap plus il est géré de bonne heure, et notamment dans les universités ou même dans les lycées, dans les collèges, on sait que dans les entreprises, ils seront déjà plus libres pour échanger sur leur situation. Et du coup aussi adapter, on en parlera après, que ce soit par des DOD, etc. Et en 2020, nous avons effectivement signé la convention avec l'AGEFIP suite à tout ce travail, à notre diagnostic, etc. Et l'AGEFIP nous accompagne dans nos actions, c'était important pour nous aussi, nous conseille et nous aide aussi financièrement à mener certaines de nos actions. Et pendant le confinement, ça ne nous a pas empêché effectivement d'avancer, puisque la convention a été signée en septembre 2020 lors de la première vague, juste à l'issue de la première vague. Et nous avons continué effectivement pendant toute cette période de pandémie à développer nos actions. On aurait pu se dire, on ne peut plus rien faire pendant nos actions, on va être bloqué, pendant cette période, etc. Et du coup, on a continué, et on avait vraiment la volonté aussi de continuer. Voilà, c'était vraiment un projet qu'on a porté haut et fort et qu'on continue à porter. Pour vous parler un petit peu du partenariat et pour vous partager aussi cette expérience, qu'est-ce qu'on peut faire avec un partenariat? Et voilà, donc on a fait plusieurs choses, notamment avec l'école Unilassal. Donc le partenariat a été signé en 2018, donc ça nous a permis de faire quoi? On a démarré déjà, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'Oise, on est à côté de cette école, et on a décidé de créer une équipe de rugby fauteuil qui comprenait des étudiants, des salariés de l'entreprise et des personnes en rééducation au centre de formation Le Bellois. Voilà, on s'est dit, on va mettre des personnes valides, des personnes qui ne sont pas valides, et du coup, on va essayer de créer quelque chose avec ce partenariat. Donc, on a créé une équipe de rugby fauteuil, et c'est vrai que ça a démarré assez fort. Et malheureusement, on a été freiné par cette situation pandémique, puisqu'on n'a pas pu continuer les entraînements. Mais ce n'est que partie remise, puisque Unilassal est la première université à avoir un tournoi universitaire autour des ovalises. Et du coup, on continuera à promouvoir le rugby fauteuil quand la situation nous le permettra. Un partenariat avec les écoles, là j'ai pris l'école d'Unilassal, mais aussi c'est d'accompagner les étudiants dans leur métier de demain, c'est-à-dire que d'être assuré, d'échanger avec des salariés de l'entreprise sur différents métiers. Au sein d'Isagri, on a plein de métiers différents, des métiers techniques, des métiers informatiques, des métiers commerciaux, etc. Donc du coup, ça rassure aussi les étudiants de pouvoir échanger des situations, notamment des étudiants. Alors on le fait aussi d'une manière générale, mais plus spécifiquement avec des étudiants en situation de handicap qui ont des fois des questions un peu plus intimes ou un peu plus liées aussi à leur situation de santé. Cette année, pendant la pandémie, donc en septembre 2020, Unilassal a accueilli le premier étudiant ingénieur agri en déficience visuelle. Donc c'est déjà un grand challenge aussi pour lui et pour Unilassal de l'aider à devenir ingénieur agri. Et du coup, naturellement, ils sont venus vers l'entreprise Isagri pour leur demander si nous pouvions aussi de notre côté accompagner cet étudiant. Et nous avons créé un partenariat avec Alban, qui est étudiant, et notamment avec des anciens salariés de cette université qui l'aident en soutien scolaire, notamment en soutien, par exemple, en mathématiques ou sur l'utilisation des outils informatiques comme Excel, par exemple, des outils plutôt bureautiques. Voilà. Donc, la situation d'Alban aussi faisait partie aussi
d'une idée qui était justement qui a été apportée par les étudiants d'Uni La Salle, de pouvoir justement créer un partenariat avec une association qui est l'association CGLV, notamment qui forme les chiens guides aveugles, les futurs chiens guides aveugles. Donc, nous avons décidé pour l'entreprise Isagri, pour Uni La Salle pour ses étudiants, que des étudiants deviennent famille d'accueil pendant une année scolaire, c'est-à-dire leur objectif, c'est de sociabiliser les chiens avant qu'ils partent en formation et qu'ils deviennent des futurs chiens guides d'aveugles. Et nous avons fait ce même partenariat avec des salariés. Donc, au sein d'Isagri, vous avez des salariés qui viennent travailler avec leurs chiens. Ces chiens seront formés aussi pour qu'ils deviennent de futurs chiens guides d'aveugles. Alors, ce n'est pas seulement un partenariat envers cette association, et aussi mais c'est surtout, et avant tout, pour sensibiliser aussi au handicap. Et au-delà de ça, ça a apporté au sein d'Isagri quelque chose de plus, c'est-à-dire des personnes, et là, vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, quand on parle du collectif, de la cohésion, etc., eh bien, c'est important parce que, du coup, des personnes qui ne se parlaient pas forcément viennent voir les familles d'accueil et leur posent des questions. Et du coup, des fois, ils ont une vraie sensibilité commune. Ils échangent sur la situation, etc. Donc, quand on travaille sur ce type de sujet, c'est vraiment la qualité de vie au travail. C'est bien vivre ensemble. C'est très important pour nous. Voilà. Oui, alors Lydia, alors qu'ils ne se seraient pas forcément parlé auparavant, c'est ça qui est intéressant en fait. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Ces personnes-là n'auraient pas forcément eu matière à échanger ensemble auparavant, donc ça crée un vrai lien effectivement sur le lieu de travail et même au-delà en fait. Tout à fait, c'est au-delà, tout à fait, c'est au-delà. Ça a vraiment changé le regard des gens. Je me permets de vous interrompre, Lydia, on a une question en route, alors pas tout à fait en lien là pour le coup avec le partenariat avec Uni La Salle, mais on a une participante qui nous demande si vous travaillez également en collaboration avec les ESAT. Oui, tout à fait, je vais en parler un peu plus tard. Alors, c'est un peu plus compliqué cette année, hein. Effectivement, avec la pandémie, mais oui, bien sûr, il y a certaines collaborations aussi qui ont été mises en place. Et notamment avec l'Arche. Très bien. Alors, notre politique RH, je vais quand même nous parler de notre politique RH Isagri, parce que je reviens sur le bien vivre ensemble et c'est partager le progrès. C'est vraiment de travailler avec plaisir aussi, simplement. C'est quelque chose de fort chez nous. De cultiver aussi l'ambition de chacun. Alors là, on parle de tous les collaborateurs, hein, c'est-à-dire que nos collaborateurs en situation de handicap sont intégrés pleinement dans notre politique globale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une... Quand je parle du bien vivre ensemble, c'est tous. Voilà, on ne dit pas les personnes en situation de handicap ont fait ceci, les personnes qui ne le sont pas ont fait cela. Notre objectif, c'est le bien vivre ensemble. C'est de permettre justement aux personnes en situation de handicap de pouvoir créer des choses, de pouvoir aussi révéler leurs talents. Voilà. Et du coup, ça, c'est important pour nous sur notre culture RH. Nous avons parlé justement, Elsa en a parlé, de la situation pandémique et qu'est-ce qui s'est passé pour nous cette année, parce qu'il a fallu quand même s'adapter à cette situation. Et du coup, la chance que l'on a pu avoir quand même chez Isagri et par rapport à notre métier, c'est qu'on a pu aussi maintenir nos offres d'emploi et de partenariat. C'est-à-dire que c'est vrai que nous avons continué à recruter fortement, ce qui n'a pas été forcément le cas de toutes les entreprises pendant cette période de pandémie. Et nous avons continué du coup à déployer, à maintenir nos offres d'emploi, à maintenir nos partenariats, et notamment avec les écoles, hein, avec toutes les écoles, voilà. Nous avons renouvelé aussi notre convention avec Uni La Salle. Donc, nous l'avons renouvelé non pas pour 1 an, mais pour 3 ans, puisque la première année était aussi une année test pour voir aussi comment nous allions réussir à travailler ensemble, etc. Et donc, c'est vrai que les résultats sont là, c'est-à-dire que les étudiants, quand vous les interrogez aujourd'hui, tout ce qui a pu être fait avec les étudiants leur a permis aussi d'être rassurés sur leur futur. Et nous avons notamment animé des cours en visioconférence, des cours, ce qu'on appelle des cours de GRH, comment effectivement la politique handicap en entreprise est déployée, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est mis en place,
etc. Parce qu'il est important, et là je le dis, incontournable, de rassurer très jeunes les personnes sur la capacité des entreprises à pouvoir les intégrer. Il existe beaucoup de choses aujourd'hui, malheureusement. Certaines entreprises n'ont pas forcément de mission handicap, mais déjà, quand vous arrivez dans une entreprise, vous savez que votre situation handicap nécessite notamment un aménagement, c'est bien d'avoir quelques billes et de pouvoir avancer aussi les choses qui sont possibles dans l'aménagement du poste de travail. On a fait, forcément, vous l'avez vu tout à l'heure, du coaching scolaire avec Alban, qui ont déficience visuelle. On a continué, bien sûr, aussi à recruter par compétences. Alors, par compétences, c'est-à-dire que nous avons des MRS avec Pôle emploi, notamment, qui permet aussi d'élargir effectivement notre recrutement, hein, pas seulement par CV, par annonce, etc., mais effectivement avec des sessions spécifiques avec Pôle emploi et Cap emploi, notamment. Et puis, nous avons développé aussi un nouveau partenariat cette année, pendant cette période pandémique, avec la société Urbilogue, qui a un centre de formation qui s'appelle Compétences, qui notamment forme dans les métiers de l'informatique et aussi beaucoup, je dirais, des personnes qui sont autistes, notamment avec autistes Asperger. Voilà. Donc, du coup, on a commencé notre partenariat. Nous avons recruté déjà une personne et nous avons 4 postes en recrutement chez eux à venir. Donc, pour nous, c'est une très, très belle réussite puisque c'était nouveau aussi pour nous de travailler avec cette entreprise par rapport à des besoins spécifiques en informatique, qui sont quand même des profils ingénieurs informatiques qui ne sont pas forcément très présents non plus autour de Beauvais ou dans l'Oise. Bien sûr, nous avons signé la convention AGFIP. Il est vrai que lorsque nous avons rencontré le directeur général de l'AGFIP, nous étions partis effectivement sur plein d'engagements, notamment liés à des actions que nous avions prévues, et nous avons dû retravailler toutes ces actions pour les adapter, soit à distance, soit par d'autres moyens techniques, mais on a continué, et du coup, s'il fallait revenir au mois de septembre l'année dernière, je pense que, voilà, ça aurait été quand même difficile de se projeter. Par contre, on avait vraiment la volonté de continuer, et on va continuer parce qu'on est vraiment dans la bonne dynamique. Un point fort, c'était aussi le maintien dans l'emploi. Donc, le maintien dans l'emploi, c'était l'aménagement des postes de travail. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt fait en concertation, notamment avec les ergonomes de Cap emploi. Donc, nous avons un bon partenariat avec notre Cap emploi, que ce soit sur le site de Beauvais ou sur les sites à distance, puisque nous avons des commerciaux qui sont en home office, qui peuvent avoir aussi des besoins spécifiques, notamment. Et du coup, pendant cette période de pandémie, nous avons, grâce aussi au financement de l'AGFIP, pu pouvoir installer certains collaborateurs à domicile, puisque l'État nous obligeait quand même, par rapport à notre situation, notre métier, hein, qui est quand même un métier où aujourd'hui beaucoup de choses peuvent se faire à distance, à rester à domicile. Du coup, forcément, nous avons eu des personnes pour qui nous avons pu aménager aussi les postes de travail à domicile. Et des retours, du coup, très positifs, puisque ces personnes ont pu continuer leur activité en bonne santé. Donc, le maintien dans l'emploi. J'en profite, Lydia, parce que c'est le moment où sont les aides exceptionnelles. Celles-ci vont être prolongées jusqu'à la fin de l'année 2021, en fait. Donc, vraiment, là, dans le cas de l'aide pour la mise en œuvre du télétravail pour les travailleurs handicapés, ce sera applicable et ça pourrait être sollicité jusqu'à la fin de l'année. D'accord, très bien. Eh ben, voilà, c'est une bonne chose. Au-delà de ça, il faut dire aussi que cette année, nous avons eu des aides aussi complémentaires, notamment à l'embauche aussi, qui ont été doublées pour l'embauche aussi des personnes en situation de handicap, notamment pour les jeunes de moins de 26 ans, ce qui a permis aussi de continuer aussi à recruter et rapidement aussi de les aider à aménager leur poste ou à organiser aussi leur temps de travail, puisque pour certains, ça nécessite aussi une organisation spécifique.
pendant cette période quand même de pandémie, je vais quand même ajouter dans notre culture aussi d'entreprise et par rapport aussi à ce qui se fait chez Isagri. Donc, on aime beaucoup aussi les événements chez Isagri. Donc, ça a été un peu dur aussi pendant cette période de ne pas pouvoir se retrouver, de partager des moments de convivialité, etc. Donc, au niveau des ressources humaines, il a été mis en place justement des activités à distance. Alors pour quelques exemples, ça peut être des activités de relaxation, de yoga, des activités de cuisine, des jeux, de l'escape game, etc. Tout ça à distance pour garder aussi le lien avec tous nos collaborateurs. C'est important pendant cette période parce que vous avez beau être bien installé, on a la chance quand même d'être bien équipé au niveau informatique, d'avoir tous les outils qui nous permettent de pouvoir continuer à échanger, de faire des réunions d'équipe, etc. Mais aussi on a amené du plus, c'est-à-dire on a amené beaucoup de jeux aussi, de moments de convivialité pour que nos collaborateurs puissent continuer à se sentir aussi attaché à l'entreprise, c'est-à-dire d'être à distance peut aussi créer, comme on l'a dit tout à l'heure, de la distance et peut-être aussi de l'isolement. Et maintenir ce lien, en fait, ce sentiment d'appartenance au collectif qui, parfois, je pense, dans certains endroits, a pu être malmené sur les derniers mois passés. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, c'est ça. Et puis, bien sûr, nous avions aussi une cellule d'écoute qui était ouverte, que ce soit une cellule d'écoute plutôt générale, une ligne d'écoute spécifique pour les personnes qui pouvaient se sentir isolées ou dans des situations compliquées pendant ce confinement. Mais nous avons aussi en interne, d'ailleurs, une personne qui fait partie de la mission handicap, qui est executive coach, qui accompagnait justement des collaborateurs qui pouvaient se retrouver dans des situations compliquées. Voilà, de santé, liées aussi des fois à des maladies psychiques qui font que l'isolement ou ont pu aggraver aussi certaines situations. Et puis, certains ateliers aussi qu'on a pu faire, notamment autour du handicap aussi pour nos managers. Alors, sensibiliser et communiquer, ce sont des points forts sur lesquels on a mis beaucoup d'actions aussi au sein d'Isagri et on a continué, on a fait comme si la pandémie n'apportait pas de frein et du coup, voilà, on a continué à mener nos actions, notamment lors de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, des DUOD, du Téléthon, etc. Et c'est vrai que on a pu mener des actions, on a fait des DUOD avec beaucoup d'entreprises, avec beaucoup de personnes, que ce soit des personnes en recherche d'emploi, en reconversion, des étudiants en situation de handicap aussi. Et du coup, à l'issue de ça, nous avons même réussi à avoir des personnes qui étaient en reconversion, qui sont revenues en stage chez nous pendant une période, par exemple, d'1 mois, parce qu'ils avaient choisi notamment un nouveau métier. Voilà. Et du coup, c'est aussi notre rôle à nous, entreprises, d'accompagner dans la reprise de l'activité professionnelle. Et puis, voilà, toutes les animations, notamment maintenir le lien, favoriser le bien-être, etc. Et puis, on a eu l'accueil de nos chiens. Voilà, ça a été un événement. C'était un événement parce que, voilà, dans cette période, comment on va faire pour nos chiens des personnes aussi, en déficience visuelle vont attendre après eux. Il faut qu'on continue à mener nos actions, qu'on continue à les sensibiliser, etc. Et c'est vrai que les familles d'accueil et nos salariés qui ont pris en charge les chiens ont vraiment joué le jeu. C'est une très très belle expérience. Donc les chiens ont 7 mois, presque 7 mois aujourd'hui, et du coup voilà, nous les avons encore quelques mois avant qu'ils partent en formation. Et du coup, notamment pendant les vacances, nous allons aussi accompagner cette association pour offrir à d'autres salariés la possibilité, voilà, d'être nounou, on va dire, ou pension pendant quelques jours pendant les vacances. Voilà, c'est vraiment une expérience partagée. Voilà, on est vraiment sur une expérience partagée. Et on est toujours dans la sensibilisation. Et puis, on a remis à jour pendant cette période un livret handicap et on a aussi un lien, un réseau d'information en interne qui s'appelle Yammer, où nos collaborateurs diffusent aussi des informations. C'est un réseau social interne, c'est-à-dire on a pu aussi partager avec nos collaborateurs toutes les actions que l'on a pu mener. Voilà, je crois qu'on a fait encore plus fort cette année en communication, en sensibilisation qu'on aurait pu l'imaginer lorsqu'on a signé notamment la convention avec la GFIP.
Et c'est vrai que, on l'a vu aussi, puisque l'image change et change aussi en externe et notre taux d'emploi augmente aussi. Voilà. Donc voilà en quelques slides ce que je pouvais aussi vous dire et vous partager. Alors j'ai plein de choses à dire, hein, forcément, sur le sujet, mais j'ai essayé d'être synthétique et de vous dire un peu dans les grandes lignes toutes les actions que l'on a pu mener cette année chez Isagri et notamment pendant cette période de pandémie. Et qui confirme vraiment qu'on peut travailler ensemble, parce qu'on vous l'avez très bien expliqué, effectivement, c'est qu'on ne travaille pas uniquement pour les travailleurs handicapés, on est en plein dans l'inclusion, et on fait en sorte que le collectif de travail, ce soit tout le monde au travers des différentes actions qui sont mises en œuvre. Donc, je trouve que c'en est vraiment la parfaite illustration. Merci Lydia. Alors, une autre question dans le chat, mais je ne vous ai pas interrompu, je l'ai fait suffisamment, je pense. Donc, on a une personne qui nous demande si vous accueillez également des personnes qui sont porteuses de troubles 10 au sein de l'entreprise. Alors oui, tout à fait. Alors, c'est un des troubles qui est des fois le plus difficile, effectivement, à détecter. On a même grâce aussi à nos actions, etc., ça permet aussi en interne de mettre en avant justement pour certains collaborateurs ces troubles, parce que effectivement, des fois, ils sont un peu masqués par la relecture, par des correctifs, etc., mais il n'y a aucun problème. Après, ce qui est bien, toujours pour nous, c'est de le savoir le plus tôt possible, et des fois même dès l'arrivée, pour que la période d'essai aussi soit adaptée, par exemple, à cette situation, par des logiciels, etc. Mais il est vrai que aujourd'hui, je dirais, il y a quand même beaucoup de solutions. Après, on embauche aussi d'abord des compétences. Hein. Donc, si la personne aussi a les compétences pour le métier, et si on peut le faire monter en compétences pour qu'il évolue justement dans ce métier, il n'y a aucun souci, on saura accompagner. C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est le principe de base. On recherche et vous avez besoin de compétences. Après, l'idée, c'est pas de cibler une entreprise en fonction de sa typologie de handicap. Je pense que avec toutes les actions que vous mettez en œuvre et le travail qui est réalisé, voilà, c'est pas tel ou tel type de handicap. C'est plus effectivement, voilà les compétences et voilà de quelle façon on va pouvoir les intégrer au sein de votre entreprise. C'est ça. Nous avons un parcours spécifique pour chacun des métiers. Hein. Donc avec un responsable de formation, etc. Donc, il y a vraiment un vrai parcours de compétences avec des périodes d'évaluation. Et du coup, lorsqu'une personne me déclare son handicap quand il arrive dans l'entreprise, ça nous permet, nous, à la mission handicap dès le départ, de pouvoir rencontrer la personne et d'évaluer, de voir avec cette personne quels sont les besoins, pour qu'on puisse aussi mesurer la compétence, mais avec je dirais soit les bons outils ou la bonne adaptation au poste de travail. Sinon, on part un peu faussé quand même. Voilà, quand on ne sait pas. Absolument. Alors, je n'ai pas d'autres questions, a priori, dans le fil. N'hésitez pas, si vous en avez, à les poser par l'écrit. Oui, n'hésitez pas à poser les questions. Moi, c'est comme ça que je me suis enrichie aussi, c'est-à-dire par le partage d'expériences. Aujourd'hui, nous sommes 3 dans la mission handicap, moi-même, donc Gersande et Mélodie, et je sais que chacune d'entre nous, nous enrichissons aussi de nos expériences, que ce soit avec les collaborateurs, que ce soit en externe, et que ce soit avec les réseaux des référents Hauts-de-France aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les questions. Et un autre point qui me semble intéressant dans l'organisation que vous avez mise en place sont les ambassadeurs, acteurs de relais finalement en proximité des salariés. Je l'évoque souvent auprès des entreprises qu'on est amené à rencontrer, effectivement, que ce soit qu'on l'appelle un ambassadeur ou qu'on lui donne un autre nom. On parle beaucoup de pairs aidants actuellement. Ça peut être effectivement un très bon moyen et de sensibiliser les personnes de proximité, les managers, les collègues sur le handicap, et de libérer peut-être un petit peu la parole aussi pour les salariés concernés, sans se dire je vais voir tout de suite le service RH, etc. Je vais plutôt voir un collègue, ça peut être très facilitant. Elsa, il y a une question dans le chat, c'est ce que je viens de voir. Donc, d'après votre expérience, comment cette démarche a été reçue par vos salariés? Se sont-ils investis?
ont-ils été force de proposition? Alors, du coup, comment ils se sont investis? C'est intéressant, justement, comme question, puisque on a aussi notre CE qui s'est beaucoup investi, notre CHSCT notamment à l'époque, qui s'est beaucoup investi. Et le diagnostic que l'on a fait, c'est un questionnaire aussi qui a été envoyé à l'ensemble des salariés, nous a permis aussi de nous rendre compte de l'intérêt. C'est-à-dire qu'on a eu à peu près presque la moitié de répondants, qui était quand même important par rapport à l'effectif. Et du coup, on avait vraiment, on s'est dit, ils ont pris la peine de répondre. Donc, du coup, c'est qu'ils s'intéressent quand même au sujet. Et puis, j'ai sorti aussi aujourd'hui j'ai demandé à ce qu'on sorte aussi les statistiques des articles les plus regardés, les plus vus, que ce soit dans notre réseau social interne, que ce soit à l'extérieur, etc. Et c'est vrai que ça fait partie vraiment des actions qui sont les plus regardées ou les plus commentées au sein de l'entreprise. Donc, il y a vraiment, c'est un sujet qui attire. Et l'investissement, comme le disait Florence, Elsa, pardon, l'investissement, c'est vraiment à travers les actions. C'est-à-dire, qu'est-ce que les salariés sont prêts à faire aussi? On l'a vu dans les familles d'accueil, on l'a vu aussi dans certaines animations où on avait beaucoup de monde dans les ateliers sensibilisation, par exemple, et certains nous ont fait part aussi de leur impression en leur disant « mais moi, j'avais pas bien compris tout ça, du coup, je suis prêt aussi à changer ma posture, etc. » Donc voilà un petit peu, mais c'est vrai que il y a eu vraiment beaucoup d'accompagnement et autour de cette mission. Il y en a toujours. Très bien. Alors ça y est, les questions arrivent. Très bien. Comment évaluez-vous le lien entre vos actions en faveur de la qualité de vie au travail et la performance de votre entreprise? Avez-vous des critères d'évaluation ou des indicateurs spécifiques? Alors oui, c'est intéressant, justement, c'est notre qualité, justement, c'est ce qu'on a vécu aussi pendant cette période de pandémie, de dire, mais on voit bien que quand même d'être justement éloigné, etc., et de ne pas continuer si on ne continuait pas à faire vivre justement cette culture d'entreprise et veiller à ce que les collaborateurs, il y avait quand même une baisse, on va dire, d'énergie, et forcément la performance en prend effectivement, est impactée. Donc, du coup, nos actions, et on l'a vu notamment grâce à notre participation au classement Great Place to Work, c'est vraiment ces échanges-là qu'on a avec les entreprises qui sont dans le classement. Et on a tous la même question par rapport justement les actions qu'on va mener pour notre performance entreprise. Et la mesure se fait justement après sur un baromètre entreprise et permet de voir aussi quels sont les points améliorés pour avancer dans cette direction. Donc, la mesure se voit naturellement au niveau du collectif, notamment sur des équipes qui sont en agilité, si on peut voir, puisque là, les mesures sont importantes, les dates de la production, les dates de livraison, etc. Et c'est vraiment les actions en collectif et sur la qualité aussi de vie au travail et d'équilibre aussi pro-perso qui nous permet de mesurer tout ça. Tout à fait, oui. Faites-vous des actions sur les maladies chroniques évolutives, pardon? Alors, on fait beaucoup de sensibilisation. Donc, on avait prévu aussi, et ça, on l'avait déjà fait, de faire venir aussi ça peut être des praticiens ou certaines associations aussi, que ce soit des associations sur le diabète, des associations, on peut avoir aussi sur la sclérose en plaques, etc. Et du coup, ça, on n'a pas pu le faire cette année. Donc, on a plutôt fait de la sensibilisation. D'ailleurs, on a partagé, grâce à la communication, toutes les actions aussi, tout ce qui était communiqué sur le site de la GFIP, sur les maladies évolutives, sur les maladies chroniques, etc. Donc, pour l'instant, on en est à ce niveau-là. Mais notre objectif, et notamment, Isaïe vient de construire un 5e bâtiment avec beaucoup plus d'espace de conférences, etc. Et notre objectif, c'est de faire venir justement des personnes ou des associations pour partager ces points-là. Oui, en fait un lieu et on va dire une habitude de rendez-vous, de partage sur différentes thématiques. Tout à fait. Parfait.
C'est Antoine qui avait posé la question parce qu'effectivement, l'ARACT et la GFIP, on travaille depuis quelques années sur le sujet des maladies chroniques évolutives. Donc, voilà. On a également une question pour savoir quelle a été la place du CSE dans la démarche globale que vous avez présentée, Lydia. Alors, la place du CSE, elle est importante, puisque les membres du CSE sont là effectivement pour représenter l'ensemble aussi des collaborateurs. Donc, le CSE on a beaucoup communiqué avec le CSE dès le départ. Voilà, et le CSE, notamment par ses actions au CSSCT, peuvent se retrouver aussi dans des relations individuelles par rapport à des états de santé, à des situations aussi, des fois d'incompréhension ou de mal-être, par rapport à, voilà, on ne veut pas parler de sa situation de santé, on ne veut pas parler de handicap, etc. Et du coup, le CSE nous a beaucoup accompagnés. Et d'ailleurs, dans nos ambassadeurs, nous avons à peu près deux membres aussi du CSE. Du coup, la mission, elle est portée vraiment entreprise, CSE, collaborateur. Tout type de casquette, en fait. C'est important. Je voulais quand même ajouter quelque chose, c'est qu'au-delà du CSE, du service RH des collaborateurs, on a vraiment intégré la mission handicap dans notre projet d'entreprise. C'est-à-dire que s'il n'est pas porté au niveau de la direction, il ne peut pas descendre naturellement. C'est-à-dire que quand c'est porté au niveau de la direction, ça descend beaucoup plus naturellement. Ça ne doit pas rester un sujet RH. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sinon, c'est le risque que ça ne reste qu'un sujet RH, effectivement. Ouais. C'est vraiment intégré dans notre projet d'entreprise. Tout à fait. Alors, pas d'autres questions? Je regarde le chat. Ah, s'il y a de nouvelles questions. Avez-vous négocié un accord handicap? Alors non, nous n'avons pas négocié d'accord handicap. Nous avons signé une convention avec la GFIP. Voilà, pour nous. Et après, sinon, on se réfère à notre accord Syntec. Voilà. Mais sinon, ce qui est important pour nous surtout, ce sont les actions concrètes. Et tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on continue à mettre en place, c'est l'engagement qu'on a pris au niveau de notre projet d'entreprise pour nos collaborateurs. Oui, tout à fait. Après, en fait, c'est ce que vous dites, sont vraiment les actions qu'on souhaite mettre en œuvre en fonction de là où on en est. Et c'est dans un second temps où on va voir qu'est-ce qui est le plus pertinent, une convention, un accord, etc. Mais c'est effectivement plus dans ce sens-là que se fait la démarche. Alors, une nouvelle question, est-ce que vous faites appel aux associations? Donc, notre personne qui pose la question pense notamment à la FF10, donc à nouveau, je pense, les troubles 10, pour l'adaptation de poste ou la sensibilisation au sein de l'entreprise? Alors, sensibilisation, ça sera avec plaisir. Voilà, donc je le redis, effectivement, il ne faut pas hésiter, notamment si vous faites partie de cette association, de revenir vers moi. Là, bientôt, je pense qu'à la rentrée, on va pouvoir revenir sur des conditions de présence en entreprise un peu plus importantes. Mais avec plaisir, c'est vraiment mon objectif de faire intervenir justement des associations. Après, lorsque nous avons des troubles comme ceux-là, c'est vrai que nous sommes plutôt accompagnés aujourd'hui des ergonomes de Pôle emploi, mais peut-être que de Cap emploi, mais peut-être que d'être aussi en contact plus régulièrement avec une association nous permettrait peut-être d'avancer aussi différemment. Voilà, on n'est pas fermé, mais voilà. Au plaisir, merci. Alors, et bien voilà. Pas d'autres questions pour le moment. On va se laisser quelques petites minutes éventuellement. Lydia, si vous voulez ajouter quelque chose, parce que vous avez apporté pas mal d'informations effectivement sur ce qui a pu être fait, sur comment on rebondit aussi durant la période de la crise sanitaire qui vient d'être la nôtre. Et ça nous a permis d'arriver à une nouvelle question. Travaillez-vous avec des entreprises adaptées pour faciliter votre recrutement? Alors, nous avons, oui, effectivement, cette année notamment, nous avons aussi beaucoup parlé du CDD tremplin. Voilà, donc nous avons rencontré effectivement des entreprises où notre objectif, c'est quand même de recruter en CDI. C'est-à-dire, nous avons une croissance forte au niveau des agris, donc nous recrutons beaucoup en CDI. Donc, on a plutôt avancé pour le moment avec des centres de formation pour personnes en situation de handicap, mais l'objectif, c'est quand même de recruter directement en CDI.
Le CDD tremplin, je pense, c'est très très bien, notamment pour des entreprises qui peuvent avoir des doutes ou aussi dans l'intégration de personnes en situation de handicap. Nous, on a envie que les collaborateurs en situation de handicap vivent la même expérience que les autres collaborateurs. Voilà, l'intéressement, le CSE, le CE, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Et du coup, quand on peut, on essaie de passer plutôt par des organismes de formation, s'ils peuvent former, notamment au métier, et puis après les intégrer, notamment dans l'entreprise en CDI. Après, nous avons quand même, nous travaillons quand même avec certains ESAT aussi, notamment on a quelques petits projets de temps en temps, notamment voilà, sur des actions, ça peut être des actions par exemple de scan, etc. Donc là, voilà, on a quelques actions aussi comme ça. Donc là, c'est vrai que la partie pandémique, on a eu du mal à avoir les collaborateurs parce que des fois, on a besoin qu'ils viennent en entreprise pour certains projets. Et puis après, on fait sous-traiter certaines choses, voilà, aussi par des entreprises. Mais sur les entreprises adaptées, je dirais moins. On passe plutôt par des centres de formation voilà, par rapport à nos métiers. Oui, oui. Vous avez des partenariats avec les écoles, mais pour vos offres d'emploi, avez-vous quelques idées à partager? Des bons tuyaux. Alors, pour les offres d'emploi, donc c'est vrai que donc des idées, on communique beaucoup déjà. On communique, on est très présent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est important. On sait qu'Isagri recrute. On se demande même des fois pourquoi on recrute autant, mais c'est parce qu'on a une vraie croissance. Voilà, en 83, il y avait 3 collaborateurs donc, dans le groupe Isagri. On est 2250 aujourd'hui. On a vraiment, on est dans un métier où il y a beaucoup de recrutement parce que on fait de la croissance. On continue aussi de faire de la croissance aussi par l'intégration de nouvelles sociétés, c'est-à-dire qu'on fait aussi de la croissance externe. Au niveau de nos annonces de recrutement, donc on a effectivement, on indique bien sur nos annonces qu'à compétences égales, bien sûr, on recrute des personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de voilà, qu'on a une vraie politique handicap. Tous nos chargés de recrutement souvent partagent aussi nos actions handicap pour bien montrer que nous sommes vraiment dans cette dynamique. Nous avons beaucoup de partenariats avec les écoles. Voilà, toutes les écoles. Alors c'est vrai qu'avec Unilassal, ils ont une structure tellement importante autour du handicap que c'est vraiment plaisant parce que on avance et du coup on donne des idées aux d'autres écoles et notre ambition c'est aussi de pouvoir avancer avec les autres écoles. Voilà. Et puis sur les annonces, après, voilà, on a aussi beaucoup de postes différents et les partenariats avec Pôle emploi, notamment par les MRS, nous permet justement aussi d'avoir un public plus large parce que on a effectivement, on recherche dans notre métier beaucoup d'ingénieurs, quand même informatiques ou ingénieurs agri-agro, mais pas que. Voilà, on a aussi des métiers de clientèle, etc., de support, qui sont ouverts aussi à d'autres profils, bac plus 2, ou des fois sans diplôme, mais avec une expérience. D'où le partenariat aussi avec Pôle emploi. Et des fois, c'est lié aussi à des reconversions professionnelles pour des personnes ayant un handicap qui les empêche de continuer leur ancienne activité, par exemple. Mais après, c'est pareil, je pourrais en parler pendant quelques heures. Mais c'est bien, au contraire. C'est aussi pour ça qu'on a fait appel à vous, Lydia, parce que je pense que c'est une parfaite illustration de ce qui peut être fait en matière de qualité de vie au travail et d'inclusion des personnes handicapées, justement, que ce soit inspirant, que ça nous prouve que c'est possible, en dépit de contextes ou différentes difficultés qui peuvent se présenter en cours de route. Donc, merci à vous, vraiment. Je vous en prie, oui. C'est lié aussi à notre organisation. Au niveau d'Isagri, nous avons 3 pôles principaux RH qui est un pôle recrutement. Donc, on a vraiment des équipes dédiées au recrutement et qui sont sensibilisées, que nous avons sensibilisé aussi au handicap. Nous avons aussi une équipe qui gère la formation, mais pas seulement, qui s'occupe aussi de la qualité de vie au travail avec des actions aussi communes, notamment sur le bien vivre, etc., bien vivre ensemble, l'animation, etc. Et puis la partie, bien sûr, RH, gestion du personnel avec toute la partie, justement, mission handicap, etc. Voilà, mais on est 3 managers quand même autour de cette mission qui permettent justement de faire avancer de chaque côté. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas s'isoler chacun dans son métier. Voilà.
Parce que la formation, le recrutement, la gestion des RH font que les trois doivent se rassembler pour créer quelque chose autour du handicap. Oui, tout à fait. Bien, pas d'autres questions. Écoutez, moi, je vais remercier tous les participants. Je vais passer la main à Antoine pour la conclusion de ce webinaire. Je vous remercie pour vos questions. Merci. Alors, pour parler, il faut que j'ouvre mon micro. Je voulais faire remarquer 2-3 points de votre témoignage que je trouve également intéressant, c'est-à-dire que vous agissez sur les barrières organisationnelles qui concernent l'entrée, l'intégration, les aménagements. La stratégie que vous mettez en œuvre, on voit bien qu'elle vise à changer les stéréotypes sur le handicap. Voilà, au moyen de la formation, vous mettez en œuvre des actions internes comme la formation, vous agissez aussi à l'extérieur avec des associations pour faire avancer la cause. Donc tout ça, c'est très positif. On voit très bien que vous êtes sur une approche diversité qui valorise les compétences et notamment le rôle des ressources humaines. C'est positif aussi. Votre démarche est pilotée par la structure de l'entreprise. Voilà, on a vu le rôle des RH, mais pas que. Il y a aussi le rôle des ambassadeurs. Donc tout ça ça vient vraiment renforcer ce que vous avez dit, que je voulais souligner, et vous inviter à aller davantage un peu plus loin, parce que le sentiment que j'ai quand même, c'est que le handicap, il est un peu statutaire. L'idée, c'est d'aller plutôt davantage vers l'idée du handicap situationnel, c'est-à-dire que d'inscrire cela dans une approche un peu longitudinale, à la fois suivre les personnes que vous recrutez, comment elles évoluent, mais également des personnes qui aujourd'hui sont dans l'entreprise, mais qui n'ont pas de difficultés, mais qui, à cause de la vie de l'entreprise, des changements de poste, des choses comme ça, et du vieillissement, de l'usure professionnelle, peuvent se retrouver en situation de handicap. Voilà, donc de parler davantage d'employabilité, voilà. Je vous inviterai à aller un peu plus loin dans ce sens-là, mais vous aurez compris que si je dis ça, c'est du point de vue de l'ARACT aussi, hein, du prisme de l'ARACT. En tout cas... Juste pour compléter, et parce que j'en ai pas parlé, mais nous avons un service de mobilité en interne, justement, qui permet d'encadrer et d'aider les collaborateurs. Vous l'avez dit, hein, ça peut être aussi, au bout d'un moment, vouloir changer de vie, de métier, etc. Et nous, notre objectif, c'est de conserver nos collaborateurs, nos compétences. Et du coup, nous avons créé depuis plusieurs années un service mobilité, et justement dans ce sens. Voilà, donc moi aussi, je tenais à vous remercier pour vos beaux témoignages et vous dire qu'on est prêt à venir avec Elsa pour évoquer le sujet des maladies chroniques évolutives. J'ai entendu que vous étiez prêt à inviter des associations pour faire de l'info, de la sensibilisation, mais nous aussi, on peut venir pour parler de l'approche travail en lien avec les maladies chroniques évolutives. Donc, c'est un appel que je vous lance. Voilà, avec Elsa, on est prêt à venir évoquer cette question chez vous. Avec plaisir. Voilà, pour conclure en beauté. Juste avant de terminer le webinaire, donc merci à tous les trois, c'était vraiment très intéressant. Je suis Delphine Legrand, la chargée de communication de l'ARACT. Simplement pour vous préciser que la semaine n'est pas terminée, il reste encore demain, et que nous organisons notamment demain matin une matinale à Chantilly, donc s'il y a parmi vous des gens qui nous écoutent, qui habitent pas très loin, sur la thématique du retour au travail après un cancer, avec des entreprises qui témoignent, des anciens malades qui témoignent, ça va être vraiment... très très bien. Donc du coup, je vous invite, vous pouvez encore vous inscrire, il n'est pas trop tard. Voilà, écoutez, je vous remercie. Le replay sera disponible à l'issue du webinaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tous et toutes. Merci. Merci, bonne journée à tous. À bientôt.